Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette deuxième séance du chapitre 1 des diagrammes unaires, qui fait partie bien sûr de notre deuxième thème dans le programme, à savoir les diagrammes de changement d'état, eh bien, cette séquence vidéo fait suite à la première séquence vidéo qui concerne ce chapitre 1 et dans laquelle nous avons fait quelques rappels sur la notion de variance des systèmes à l'équilibre, sur les notions de grandeur molaire partielle et plus particulièrement sur les potentiels chimiques. Donc, nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir tracer les diagrammes unaires, c'est-à-dire le diagramme d'un système qui n'est constitué que d'un seul constituant, c'est-à-dire un corps pur. Alors, comment tracer ce type de diagramme et en fait, il s'agit de quoi exactement? Eh bien, ce que nous voulons tracer, c'est bien entendu cette courbe jaune. Elle est approximative ici, c'est juste un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je voudrais tracer une fonction qui dépend bien sûr des paramètres physiques, température et pression. Grâce à cette fonction, on va voir de quoi il s'agit, je peux avoir un diagramme et ce diagramme me permet d'identifier l'état de la matière, de mon corps pur. Par exemple, si je suis ici pour une température et une pression donnée, eh bien, mon corps pur est à l'état alpha, par exemple, liquide. Si je suis ici, mon corps pur est à l'état, par exemple, gazeux. Et bien entendu, si je me trouve sur la courbe, alors mon corps pur est forcément à l'équilibre entre ces deux états. Il est donc dans des conditions d'un système biphasique. Alors vous comprenez bien que pour tracer un diagramme d'état, ce qu'on doit tracer, ce sont les endroits où notre corps pur se trouve à l'équilibre entre deux états. Donc, je dois me positionner de cette manière-là. C'est-à-dire que pour un T et P donné, mon corps pur se trouve sous deux phases, alpha et bêta, qui sont à l'équilibre. Donc, si mon corps pur est à l'équilibre entre deux phases, je peux écrire l'égalité des potentiels chimiques. Je vous rappelle que le potentiel chimique n'est rien d'autre que l'enthalpie libre, G, hein, molaire, d'accord? Donc par mol, sachant que le grand G, l'enthalpie libre, est une grandeur extensive. Elle dépend de la quantité de matière. Et nous allons toujours travailler avec les grandeurs intensives qui ne dépendent pas de la quantité de matière. Après, il n'y a pas de souci. Si vous avez 30 moles, eh ben, il vous suffit de multiplier par 30 pour avoir l'enthalpie libre grand G. Donc, souvenez-vous que à l'équilibre, nous savons que la variation de G égale à 0. C'est-à-dire que G à l'état alpha égale à G à l'état bêta. Donc, bien entendu, c'est valable pour le potentiel, puisque le potentiel chimique n'est rien d'autre que l'enthalpie libre. D'accord? Alors maintenant, essayons de nous déplacer sur cette courbe, c'est-à-dire si je perturbe mon système, hein, j'exerce une perturbation du système, qu'est-ce que je fais pour exercer une perturbation? Je change T ou je modifie bien sûr P. Mais je vais perturber ce système pour évoluer dans un autre état d'équilibre biphasique. Par exemple, je vais me positionner ici. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Un nouvel état d'équilibre, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi égalité entre ce nouveau mu, si vous voulez, prime alpha, qui est égal au mu prime bêta. Et en fait, finalement, c'est quoi cette nouvelle égalité? C'est l'ancien potentiel plus d de mu alpha. D'où nous vient d de mu alpha?
Eh bien, elle nous vient de cette perturbation de dt auquel correspond une perturbation dp. Donc, j'ai perturbé mon système. Je l'avais initialement ici, mu alpha, maintenant plus d de mu alpha égale à mu bêta plus d de mu bêta, puisque bien sûr c'est un nouvel état d'équilibre. J'ai aussi l'égalité entre les potentiels chimiques. Très bien. Or, comme mu alpha égale à mu bêta, je rappelle que les étoiles, ça veut dire que c'est un corps pur. D'accord? Eh bien, je vais pouvoir éliminer les mu alpha et mu bêta. En fait, j'ai l'égalité des perturbations. Bien, comme mu dépend de P et de T, n'est-ce pas? Donc, je peux tout à fait écrire que d mu, qui dépend de T et P, c'est V dP moins S dt. Cette égalité, pour comprendre d'où elle vient, je vous renvoie à la séquence vidéo de la première séance qui concerne ce chapitre. Donc, nous avons établi cette égalité. V étant le volume molaire du corps pur, donc une entité aussi intensive, et petit s, c'est l'entropie molaire aussi du corps pur. Donc, si j'ai d de mu, c'est V dp moins S dt, je vais pouvoir remplacer d de mu alpha par V étoile alpha, etc. N'est-ce pas? Donc, je vais écrire cette égalité entre eux. Ça, c'est d de mu alpha et ça, c'est d de mu bêta. Eh bien, la moitié du travail a été fait, puisque avec cette égalité, je vais mettre en facteur les dt, mettre en facteur les dp, et vous allez vous retrouver avec cette égalité. Donc dp sur dt, c'est bien sûr S bêta moins S alpha, donc on va écrire que c'est la variation de alpha vers bêta, n'est-ce pas? Quand vous faites de alpha vers bêta, la variation c'est S bêta moins S alpha. S'il vous plaît, il faut écrire les variations d'entropie, de volume de cette manière-là. Hein. C'est delta, c'est la variation et c'est là où vous mettez votre variation. Il ne faut pas écrire delta S de alpha vers bêta. Hein. C'est delta de alpha vers bêta S. Donc, voici l'égalité que nous avons obtenue. Nous allons faire quelque chose d'encore plus intéressant, qui est quoi? Nous allons nous débarrasser de cette entropie. La notion d'entropie est une notion difficilement atteignable expérimentalement parlant. Le volume molaire, on peut tout à fait définir expérimentalement un volume molaire. Mais l'entropie, c'est quelque chose de plus difficile à obtenir. Donc, nous allons en fait la remplacer par quoi? Eh bien, ça aussi, vous savez le faire, puisque vous savez qu'à l'équilibre, delta des enthalpies libres est égal à 0, n'est-ce pas? Mu, c'est une enthalpie libre molaire. Hein, c'est ce qu'on appelle le potentiel chimique. Donc, delta de alpha vers bêta, la variation hein, de l'état alpha vers l'état bêta de mu égale à 0 à l'équilibre. Or, mu, comme G, qui est égal à H moins TS, donc delta mu va être égal à delta H moins T delta S, qui est égal à 0. Donc, S est égal à quoi? Delta H sur T. Nous allons remplacer l'entropie par l'enthalpie. Et l'enthalpie est expérimentalement facile à déterminer. Je vous rappelle que l'enthalpie, bien sûr, peut vous donner accès à l'information suivante qui consiste à dire est-ce que votre système est endo ou exothermique? Est-ce qu'il dégage de la chaleur ou bien il absorbe de la chaleur? L'équation que nous venons d'établir s'appelle la relation de Clapeyron. Et vous voyez tout à fait son intérêt puisque nous voulons tracer des diagrammes de phase, c'est-à-dire nous voulons tracer P en fonction de T. Eh bien, il suffit
d'intégrer cette expression, cette fonction, pour avoir le diagramme lunaire. Ces intégrations, nous allons les faire principalement en TD. Mais ici, en cours, on ne va pas faire l'intégration, puisque il se trouve que, bien sûr, cette relation nous permet, vous l'avez compris, puisque quand on intègre, c'est-à-dire quand on exprime quoi en fonction de quoi, eh bien, on exprime P en fonction de T, n'est-ce pas? Ne jamais oublier de mettre les coordonnées des axes, n'est-ce pas? Le titre de l'axe, hein, P en fonction de T. Il se trouve que quand nous intégrons cette expression, eh bien, l'allure des diagrammes unaires de tous les corps purs sont pratiquement équivalents, à quelques exceptions près que nous verrons ensemble. Comment se présente l'allure de ce diagramme? Alors nous pouvons faire un petit raisonnement, bien sûr, très basique, selon notre expérience de vie. Nous savons que pour un corps pur, lorsque la température est élevée et que la pression est basse, il y a de fortes chances que notre corps pur soit à l'état gazeux, bien entendu. Donc nous savons que l'état gazeux se situe ici, aux fortes températures, aux faibles pressions. Maintenant, si je prends ce gaz et que je le comprime, j'ai de fortes chances de le faire passer à l'état liquide. Et ce liquide, si je le prends et à pression constante et que je le refroidis, j'ai de fortes chances de le rendre à l'état solide. Donc vous voyez, on peut avoir une idée sur l'endroit, les régions où se trouvent les trois phases que nous avons bien sûr au programme. Et bien entendu, cette équation, qu'est-ce qu'elle ne peut elle nous donne accès à quoi? Aux frontières, c'est-à-dire aux zones où vous avez le domaine biphasique. Alors, voici sa fameuse frontière. Donc, pratiquement, la grande majorité des diagrammes unaires ont cette forme-là. Donc, vous avez ici une courbe où tous les points de cette courbe sont des points d'équilibre solide-gaz. Ici, ce sont des points d'équilibre liquide-gaz et ici, ce sont les points d'équilibre liquide-solide. Alors, indexons ce diagramme, c'est-à-dire vous devez mettre le nom de tous ces domaines, puis le nom des courbes, puis, bien sûr, vous avez remarqué que nous avons ici deux points particuliers que nous devrons nommer. Alors, pour les courbes, comment appelle-t-on la transformation d'un solide vers un gaz? C'est la sublimation. Par contre, d'un gaz vers un solide, c'est la condensation. Comment appelle-t-on la courbe de transformation d'un solide vers un liquide? C'est la fusion. D'un liquide vers un solide, c'est la solidification. D'un gaz vers un liquide, c'est la liquéfaction. Et d'un liquide vers un gaz, c'est la vaporisation. Vous devez absolument savoir bien écrire les noms de ces courbes de façon bien sûr correcte. Ensuite, vous avez les points particuliers. Comment s'appellent ces points particuliers? Nous avons pour commencer le point T, qu'on appelle point triple. Eh bien, c'est facile à comprendre. Pourquoi est-ce que c'est un point triple? Parce que c'est le lieu de coexistence des trois phases. Et vous voyez que pour les trois phases liquide, solide, gaz, il est unique. Nous allons voir bien sûr après quelques particularités. Vous avez un autre point particulier qui est ici, c'est le point critique. Quelle est la définition de ce point critique? Eh bien, vous voyez que la courbe de vaporisation ou liquéfaction, importe indifféremment ce nom ou celui-là, elle est limitée par les deux bouts, par T et C.
Alors que remarquez que pour la courbe de fusion ou solidification, elle n'est limitée que pour le point T et il n'y a pas de limite au niveau ici de la zone B. Pour la courbe de sublimation-condensation, de même, elle est limitée par T, mais pas du tout limitée du côté de A. Donc la courbe de vaporisation-liquéfaction est la seule qui est limitée des deux côtés. Donc ce point critique, c'est en fait la limite de la vaporisation ou de la liquéfaction. Ça veut dire qu'au-delà de ce point, vous ne pouvez pas faire de changement d'état liquide-gaz, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire de vaporisation, ou bien sûr, vous ne pouvez pas faire de liquéfaction. Il y a au-delà de ce point critique un autre état de la matière qu'on appelle l'état supercritique. Cet état n'est pas dans votre programme, mais le point critique l'est. Vous devez connaître, bien sûr, sa définition. Donc, elle est très simple. C'est le point au-delà duquel vous ne pouvez ni vaporiser ni liquéfier. Très bien. Maintenant que nous avons fait l'indexation, essayons de faire quelques analyses sur ces courbes. Alors, vous remarquerez que pour le nom des courbes, je n'ai choisi qu'un seul nom. Je vous rappelle que cette courbe, c'est la courbe de sublimation ou bien sûr de condensation. C'est exactement la même chose. Pourquoi je choisis la sublimation? Eh bien, tout simplement parce que la sublimation, elle est endothermique, c'est-à-dire que pour sublimer, pour faire passer le solide à un état gazeux, je dois fournir au système de la chaleur. Le système doit absorber de la chaleur, d'accord? Donc, delta de sublimation ou la chaleur latente de sublimation, comme vous voulez. La chaleur latente, c'est en fait la variation d'enthalpie de sublimation, elle est positive. Donc, j'ai choisi en général le nom des courbes de manière endothermique. Donc, la vaporisation est endothermique, la fusion est endothermique, la sublimation est endothermique, et bien sûr, quand on va parler de condensation, de liquéfaction, de solidification, elles sont exothermiques. Donc, c'est un choix pour garder un seul nom, si vous voulez. Alors, je vous propose maintenant de donner aussi quelques autres définitions. Par exemple, si je me positionne ici, alors c'est un point d'équilibre, vous êtes d'accord? Ici, nous avons l'équilibre liquide-gaz. Il correspond donc à une température d'équilibre de vaporisation et une pression d'équilibre de vaporisation. Ce point aussi correspond à une température d'équilibre de sublimation auquel, bien sûr, correspond une pression d'équilibre de sublimation. Et pour la courbe de fusion, nous avons la température d'équilibre de fusion et une pression d'équilibre de fusion. Vous remarquerez que pour les températures, j'ai tout à fait choisi d'indexer ces températures, de les appeler température d'équilibre de sublimation, température d'équilibre de fusion, température d'équilibre de vaporisation, pas de souci. Par contre, remarquez que pour les pressions, j'ai choisi une autre manière de les noter. La pression d'équilibre de fusion, c'est tout à fait donc classique, c'est compréhensible. Mais qu'est-ce que c'est que ce P étoile liquide que j'ai écrit ici? C'est ce qu'on va appeler les deux P étoiles, s'appellent les pressions ou tensions de vapeur saturante, liquide ou solide. Ces pressions de vapeur saturante ne sont rien d'autre que les pressions d'équilibre, c'est-à-dire la pression de vapeur saturante liquide, c'est la pression d'équilibre liquide-vapeur. La pression saturante solide, c'est la pression d'équilibre solide-vapeur. Elle porte un nom particulier et dans ce nom, vous avez toute l'information. C'est-à-dire, si je dis les pressions de vapeur, donc déjà, dans ces pressions, la vapeur est présente. D'accord? Mais c'est une pression de vapeur saturante liquide.
Donc, nous avons ici vapeur et liquide. Donc, vous savez que ce sont des pressions d'équilibre vapeur-liquide. Une vapeur saturante, c'est-à-dire qu'elle est vraiment saturée en liquide. Ce point ici, c'est une pression de vapeur saturante, par exemple solide, c'est-à-dire que votre solide est saturé, ou votre vapeur est saturée en solide. C'est-à-dire que si on se déplace un tout petit peu, eh bien nous perdons le solide et nous avons que de la vapeur ou du gaz. Et si on se déplace un peu au-delà de ce point, nous perdons la vapeur, nous n'avons que du solide. Donc c'est vraiment un point de vapeur saturante. La vapeur est ici saturée en solide, la vapeur est ici saturée en liquide. Donc, ces deux pressions d'équilibre portent un nom spécifique, qui sont les pressions ou tensions de vapeur saturante liquide, pression de vapeur saturante solide. Ce n'est rien d'autre que les pressions d'équilibre gaz liquide ou gaz solide. Passons à une autre analyse de ce diagramme. Par exemple, si nous calculions les variances. Je vous rappelle que la définition des variances et quelques exemples de calcul des variances ont été faits au cours de la première séquence de ce chapitre, n'est-ce pas, des rappels. Alors, quelle est la variance ici? Eh bien, souvenez-vous que la définition de la variance, c'est quoi? C'est C, le nombre de constituants. Donc, nous sommes dans le cas de lunaire, un corps pur, plus 2 qui correspond à T et P, moins le nombre de phases. Vous êtes d'accord ici, nous n'avons qu'une phase. Bien sûr, dans les diagrammes, nous n'avons pas de réaction chimique, jamais. Dans tous les diagrammes, dans tout ce thème des diagrammes de phase, nous n'aurons jamais de réaction chimique. Et nous n'avons aucune condition particulière imposée par le système ici. Donc, c'est 0. Et si on fait nos calculs, notre variance égale à 2. Qu'est-ce que ça veut dire une variance égale à 2? C'est-à-dire que vous pouvez choisir T et P indifféremment. Vous pouvez choisir comme vous voulez. T et P. Hein, je choisis T ici, P ici, etc. Comme je veux. Je suis toujours, mon système est toujours à l'état gazeux, donc je peux me balader comme je veux. Mais bien sûr, comme toutes les libertés, on est limité par ces courbes. Ah, je peux me balader en T ou P ici, comme je veux. Pas au-delà de ces courbes frontières. Donc, les variances dans tous les domaines sont égales à 2, bien sûr, ici, ou bien pour la phase solide, pour les mêmes raisons que ce que nous avons calculé ici. Calculons maintenant la variance ici, sur les courbes. Alors, vous êtes d'accord, je suppose, que nous avons toujours un seul constituant, T et P, 2, mais on a moins 2 phases. Aucune réaction chimique, aucune condition imposée par le système, donc la variance est égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire la variance est égale à 1? C'est-à-dire vous ne pouvez choisir une seule variable intensive. Comme on en a 2 dans lunaire, ben c'est très simple, vous pouvez choisir soit T, soit P. C'est-à-dire que si je choisis comme je veux T, eh bien P est fixé, vous êtes d'accord? P, il est fixé, c'est ça P. Je ne peux pas avoir un autre P. Pour être bien sûr sur cette courbe, hein, pour que mon système soit biphasique. Pour que votre système soit biphasique, vous ne pouvez choisir T ou P, jamais les deux à la fois. D'accord? Et c'est valable bien sûr pour toutes les courbes, qu'elles soient de fusion ou de sublimation, la variance est égale à. Qu'est-ce que nous avons encore comme calcul de variance? Bien sûr, les points particuliers. Donc, T, quelle est la variance de T? Eh ben, je calcule de la même manière. Un seul constituant, P et T, mais cette fois-ci, j'ai 3 phases, pas de réaction chimique et pas de conditions particulières imposées par le système. Donc, la variance est nulle, c'est compréhensible. C'est-à-dire que si vous avez un corps pur, vous ne pouvez l'avoir sous ces 3 phases qu'ici. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas dire « Ah non, moi je veux que mon corps pur soit à l'état liquide, gaz et solide, à T ici. » Non, c'est pas possible. Donc T et P est fixé par le système
il n'a aucun degré de liberté. Le système n'a aucun degré de liberté. Forcément, vous n'en avez pas non plus. Alors, et si je pose la question du point critique, quelle est sa variance? Eh bien, vous l'avez, je pense, compris intuitivement. Puisqu'il y a un point ici, donc est-ce qu'on a le choix de T et P? Non, c'est fixé, c'est égal à 0. Mais attention, ce n'est pas égal à 0 pour les mêmes raisons. Ce n'est pas parce que vous avez 3 phases. Non, vous n'avez pas 3 phases ici. Il y a une seule phase qui est l'état supercritique. Par contre, il y a 2 conditions imposées par le système. Comme vous n'avez pas l'état supercritique dans le programme, donc c'est pas la peine de vous donner ces deux conditions particulières imposées par le système. Donc il faut que vous sachiez, et ça c'est tout à fait, si vous voulez, c'est compréhensible, hein, et c'est tout à fait logique que la variance ici soit égale à 0, puisque ce point critique, il est unique, il est là et il n'est pas ailleurs. Donc, il n'y a aucune liberté fournie par le système. D'accord? Alors, je vous propose ici de regarder un peu plus attentivement ce diagramme. Déjà, bien entendu, je pense que nous sommes tout à fait d'accord de définir ce diagramme de phase unaire étant constitué de 3 domaines, n'est-ce pas? Qui sont le gaz, liquide, solide. Et ces 3 domaines sont séparés par 3 branches. Vous remarquerez que l'une des branches, elle est limitée des 2 côtés, alors que les autres, non. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour ces branches? Bon, avant de faire nos remarques, je répète encore une fois le nom de ces branches, c'est-à-dire que AT, c'est l'équilibre de sublimation, bien sûr, ou de condensation. TC, c'est l'équilibre de vaporisation ou de liquéfaction. TB, c'est l'équilibre de fusion ou de solidification. Nous l'avons déjà vu et nous sommes tout à fait d'accord. Pourquoi je m'intéresse à ces branches et que je vous en parle encore une fois? Vous remarquerez que ces branches, la pente de ces branches, hein, la pente, c'est-à-dire delta P sur delta T, si je prends un petit bout comme ça, les pentes sont ici positives. Et moi, j'ai parlé d'allure générale. Pourquoi est-ce que je montre des pentes positives? Est-ce que une courbe de fusion ne peut pas avoir une pente négative? Est-ce qu'une courbe de vaporisation ne peut pas avoir une pente négative? Eh bien, répondons à cette question. Puisque la fameuse pente dont je parle, elle dépend de quoi? Si vous regardez l'équation de Clapeyron, la pente, c'est delta P ou dP sur dt. Elle dépend, le signe de la pente va dépendre de cette expression. T est positive, donc on n'a pas de souci. Le signe de la pente va dépendre de la variation de l'enthalpie, sur la variation du volume molaire partiel ou du volume molaire pour un corps pur. Alors, quel est le signe de l'enthalpie et quel est le signe de la variation du volume? Eh bien, c'est facile à comprendre. Prenons l'équilibre de vaporisation. Alors, qu'est-ce que nous avons dit pour la vaporisation ou la sublimation? Les delta H sont positives, n'est-ce pas? Puisque la vaporisation est endothermique et la sublimation est endothermique. Il faut fournir au système de la chaleur pour le vaporiser ou pour le sublimer. Donc les delta H ici sont positives. Et les delta V? Delta de vaporisation, V, c'est égal à quoi? C'est-à-dire, c'est égal au V du gaz moins V du liquide. Quel est le plus grand? Le volume du gaz ou le volume du liquide? Bien sûr, volume du gaz. Et ici, c'est volume du gaz moins volume du solide. Quel est le plus grand? Le volume du gaz. Toujours, il n'y a aucune exception. Le volume de l'état gazeux est toujours supérieur au volume des états condensés, liquides et solides. Donc, cette pente-ci,
Pour les courbes de vaporisation et de sublimation, elles sont toujours positives. Pourquoi? Parce que les delta H de vaporisation est positif, delta V de vaporisation, le delta de vaporisation est positif, delta H de sublimation est positif, delta V de sublimation est positive. Bien entendu, la pente est toujours positive pour la vaporisation et la sublimation. Regardons maintenant la fusion. Ici, nous avons de petites exceptions. Il est clair que delta H de fusion est toujours positive, puisqu'il faut fournir de l'énergie au système pour le faire fondre. Mais delta V de fusion est dans la majorité des cas, est positive. Généralement, le volume du liquide est plus grand que le volume du solide, puisque le volume du solide, c'est l'état le plus condensé. Donc, bien entendu, c'est l'état le plus comprimé, on va dire, hein, le plus compact que le liquide. Mais attention, il y a certains cas particuliers. Souvent, c'est positif, mais il peut être négatif. Et le cas particulier le plus emblématique, c'est le cas de l'eau, bien entendu. Qui n'a pas fait cette triste expérience de mettre une bouteille d'eau remplie à ras-bord dans le congélateur et après, quand il la retire, eh bien, il se retrouve avec une bouteille d'eau qui a éclaté en 1000 morceaux parce que l'eau solide occupe son volume est plus grand que son volume à l'état liquide. Donc, pour la fusion, nous pouvons avoir une exception. La pente de la courbe de fusion peut être négative. Eh bien, regardez les deux exemples qu'on a devant nous. Je vous montre l'exemple du CO2 et l'exemple de l'eau. Alors, regardez, vous pouvez bien sûr indexer ce diagramme, gaz, liquide, solide, pas de souci, vous avez compris. Vous pouvez même jeter un œil sur le point triple, dans quelles conditions de T et P vous pouvez avoir le CO2 dans ces trois phases, dans quelles conditions de T et P vous pouvez avoir l'eau dans ces trois phases. Voici le point critique, dans quelles conditions vous pouvez avoir bien sûr le CO2 à l'état supercritique et l'eau à l'état supercritique. Et bien sûr, ce qui est très intéressant à voir, c'est les fameuses courbes de fusion. Vous voyez que pour la courbe de fusion de l'eau, elle a une pente négative. Alors, je vais essayer de finir ce cours par un autre type d'analyse qu'on va appeler analyse thermique. Ça, c'est très intéressant, c'est très souvent demandé, bien sûr, dans des examens, pour voir si vous avez bien compris ce qui se passe pour un diagramme unaire, les informations que vous pouvez tirer d'un diagramme unaire. Entre autres, soit votre système unaire a la température T1 et P1, donc je suis là, le point M1. Qu'est-ce que je vous propose de faire? Bien sûr, vous voyez que votre système unaire, il est à l'état solide. Je vais augmenter la température, chauffer ce système à pression constante. C'est-à-dire, je vais me déplacer ceci. D'accord? Je garde à pression constante et je vais chauffer ce système. Qu'est-ce que je suis supposé observer? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, l'expérience, elle est très facile, hein. Vous mettez votre système dans un réacteur, si vous voulez, ou un bécher complètement fermé, bouteille fermée, puisque le système doit être fermé. Vous mettez un thermomètre, vous chauffez et vous déclenchez le chronomètre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce qu'on appelle une analyse thermique, c'est-à-dire vous allez déclencher votre temps, votre chronomètre, et vous allez observer ce qui se passe en fonction de la température. Pression constante. C'est pour ça qu'on appelle ça une analyse thermique. Donc, c'est la pression qui est constante et c'est la température qui change. Donc, je pars de T1, n'est-ce pas? À T1, M, mon système, est solide. Et puis, je chauffe. Alors, je déclenche mon chronomètre et je regarde
comment le thermomètre, je relève les valeurs du thermomètre. Et vous allez relever ceci. C'est-à-dire que de la température initiale jusqu'à ce que vous rencontriez un obstacle, c'est-à-dire une première courbe. Ici, c'est toujours le solide, mais qu'est-ce qui lui arrive à votre solide? Eh bien, il chauffe tout simplement. Il a chauffé de Tm1 ici, jusqu'à T1. Ce chauffage du solide, c'est tout à fait proportionnel. D'accord? Donc ça, c'est un segment qui montre que votre solide chauffe tout simplement. Mais à T1, que s'est-il passé? Nous entrons dans l'équilibre solide-gaz. Nous avons un changement d'état du solide au gaz. Vous chauffez toujours, mais quand vous relevez les températures données par votre thermomètre, vous allez remarquer que la température ne bouge pas. Pourquoi? Parce que pour les corps purs, le changement d'état se fait toujours à P et T constant. Lorsque vous observez, vous voyez que votre thermomètre vous indique toujours la même température alors que vous êtes en train de chauffer, vous devez comprendre qu'à l'intérieur de votre bécher fermé, de votre bouteille, etc., vous êtes en train, votre corps pur est en train de subir un changement d'état. Donc, vous marquez ça par un palier, plus ou moins grand, bien sûr, le temps, il faut faire l'expérience pour voir combien ça dure dans le temps, mais vous faites un palier de telle manière que vous puissiez écrire que ici, vous avez un équilibre solide-gaz. Bien sûr, vous êtes en train de chauffer, donc la logique voudrait que vous mettiez solide qui se transforme une flèche vers le gaz. Mais il est conventionnellement admis de mettre sur ce palier l'équilibre solide-gaz, puisque si j'arrête ici le chauffage, bien sûr, je suis à l'équilibre solide-gaz. J'ai les deux états ici. Mais nous continuons à chauffer. Donc, lorsque tout le solide s'est sublimé en gaz, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus que le gaz. Et qu'est-ce qui lui arrive, le gaz? Eh bien, il se remet à chauffer. Donc, c'est un système monophasique, pardon, hein, c'est une seule phase qui chauffe et le thermomètre redémarre encore, vous relevez, vous voyez que la température, bien sûr, augmente jusqu'à... Puis il ne se passe plus rien. Le diagramme vous montre qu'il ne se passe absolument rien ici. Essayons de faire la même chose. Bien sûr, vous avez remarqué que ce palier sur la courbe d'analyse thermique, qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit un point d'équilibre. C'est-à-dire que si vous faites l'expérience, si vous faites une expérience telle que je vous l'ai présentée ici, vous aurez un palier et ce palier vous donne T1, P1. Et en fait, T1, P1, c'est un point d'une courbe. D'accord? Donc, vous avez cette expérience, vous donne un point de la courbe. Et bien sûr, c'est le point d'équilibre de changement d'état. Un point de la courbe biphasique du changement d'état, d'équilibre entre deux états. Faisons encore un autre point. Cette fois-ci, je choisis de refroidir. Donc, je pars de cette température à cette pression et je vais refroidir mon système. Alors, de même, je suis mon thermomètre, comment il va refroidir, comment il baisse, et pour chaque temps, je relève la température. Alors, qu'est-ce que j'observe? Donc ça, c'est pour une pression P2, et il n'y a que la température qui change. Donc, de cette température Tm2 jusqu'à cette température-ci, n'est-ce pas, T2, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, presque rien, puisque c'est un gaz qui refroidit uniquement. Donc, vous faites un segment pour montrer que vous avez une monophase qui refroidit jusqu'à T2. Mais T2 est un point d'équilibre, T2, P2. Ici, c'est la pression de vapeur saturante liquide à T2. D'accord? C'est la pression d'équilibre. Liquide, gaz. Eh bien, T2, vous avez un changement d'état et là, vous remarquerez que votre thermomètre vous donne toujours la même valeur de température qui est T2, donc un palier. Lorsque tout le gaz a disparu, parce que vous refroidissez, bien entendu,
eh bien, vous voyez que vous avez un liquide. Et de T2 jusqu'à ce T3, vous n'avez... Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a que le liquide qui refroidit. C'est donc un segment du liquide qui refroidit de T2 à T3. Je m'arrête puisque j'ai un point d'équilibre liquide-solide. Donc, voilà. Ça, c'est le changement d'état liquide-solide. Cette fois-ci, la pression, bien sûr, ce n'est plus la pression de vapeur saturante ici, bah, c'est la pression de fusion, tout simplement, d'équilibre de fusion P2, T1. T3, pardon, hein, P2, T3. T3, c'est une température d'équilibre de fusion. P2, c'est la température, la pression d'équilibre de fusion à T3. D'accord? Alors, quand tout le liquide disparaît, puisque vous refroidissez, à partir de là, vous n'avez plus que le solide qui refroidit. D'accord? Donc, vous voyez que cette fois-ci, vous avez deux paliers, c'est-à-dire, vous avez un point des courbes du diagramme. Donc, expérimentalement, on peut tracer ces diagrammes de manière expérimentale. Il suffit de changer, par exemple, les pressions. Donc, je me mets à une autre pression, je fais l'expérience et puis je peux tracer point par point les points d'équilibre de manière expérimentale. D'accord? Alors, je finis cette séquence vidéo, qui est quand même plus longue que les autres, par un diagramme particulier. Hein. Mais normalement, si vous avez tout compris, vous pouvez tout à fait indexer ce type de diagramme, même si vous voyez plus de courbes d'équilibre que nous n'en avons vu dans cette séquence vidéo. Je vous propose le diagramme unaire du soufre. Alors, quand on a des choses comme ça qui semblent un peu compliquées, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est avoir toujours une référence. Quelque chose, un domaine dont on est sûr. Le domaine dont on est toujours sûr et dont on sera toujours sûr au long de ce thème sur les diagrammes de changement d'état, c'est le gaz. Pourquoi le gaz? Parce que la phase gazeuse est toujours unique. Nous avons toujours une seule phase gazeuse, quel que soit le nombre de constituants. Vous pouvez revenir à la séquence 1 pour cette petite définition. Hein. Ce n'est pas le cas du liquide. Vous avez une seule phase liquide si les constituants sont miscibles à l'état liquide. Sinon, vous pouvez avoir deux phases liquides, n'est-ce pas? Pour les solides aussi. Donc, identifier la phase gazeuse. Où se trouvent les phases gazeuses? À forte température, à faible pression. Eh bien, forcément, le soufre gazeux est sûrement là. Maintenant, si je prends mon soufre gazeux à une température forte, n'est-ce pas? Forte, je comprime. Vous avez des chances d'avoir le soufre liquide, bien entendu, puisque vous êtes aux fortes températures. Attention, les solides, c'est pour les plus faibles températures. Bien. Alors, maintenant, je vais prendre ce solide à la même pression, hein, et je vais le refroidir. Donc, logiquement, qu'est-ce que je trouve ici? Eh bien, je vais trouver un solide. Pardon, j'ai mis les deux, mais bon, oubliez, j'ai mis ça. On va y aller, on va comprendre pourquoi j'ai écrit ça. Alors, je refroidis, je trouve sûrement un solide. Donc, soufre solide. Mais il y a une autre courbe ici, ce qui signifie qu'il y a encore un autre changement d'état. Donc, si je refroidis encore, eh bien, qu'est-ce que je vais trouver? Est-il possible de trouver un gaz? Est-il possible de trouver un liquide? Non, forcément. Mais on va trouver un autre solide, soufre. Ce sont S-alpha et S-bêta, ce sont des allotropes. Nous avons vu cette notion dans le dernier cours de cristallographie, le dernier chapitre sur les cristaux covalents, où nous avons vu le carbone graphite et le carbone diamant. Donc, le graphite et le diamant sont deux allotropes du carbone. Parce qu'à l'état solide, géométriquement parlant, cristallographiquement parlant, nous pouvons avoir plusieurs formes cristallographiques pour un même corps pur. Donc forcément, si vous avez des courbes dans les diagrammes unaires plus que nécessaire, eh bien c'est qu'il y a une transition allotropique. Cette courbe ici, ce n'est ni une courbe de fusion, ni de sublimation, ni etc. Vous l'avez compris, c'est une courbe d'équilibre S-alpha, S-bêta.
c'est-à-dire c'est une courbe d'équilibre de transition à l'eutropie. Alors, pour mieux analyser bien sûr ce diagramme, je vous propose une analyse thermique. Alors, on y va, à un bar, on regarde à pression standard, hein, que nous donne le soufre si je le chauffe. Donc, si je prends les températures ambiantes, eh bien, température ambiante, votre soufre, donc moins de 95 degrés, votre soufre est sous l'une des formes solides allotropiques. Donc, de 25 degrés jusqu'à 95, vous avez la première forme allotropique. Alors, pardon, S-alpha, ici c'est S-alpha, ici c'est S-bêta, mais peu importe, hein, quand on vous le décrit. Donc, si on vous dit la forme allotropique S-alpha se trouve à forte pression, à forte température, et c'est un cubique face centré, donc vous savez, vous allez mettre S-alpha ici. Hein, et on vous dit à plus faible température, on trouve la forme allotropique S-bêta, là vous positionnez S-bêta, d'accord? Donc là j'aurais dû échanger, là j'aurais dû mettre alpha, bêta, mais pas de souci, ça ne change rien en l'analyse thermique. Donc vous avez de 20 degrés par exemple jusqu'à 95, c'est S-alpha qui chauffe. Et à 95 degrés, qu'est-ce qui se passe? C'est bien sûr un changement d'état alpha, bêta. Ici, c'est la transition allotropique. Elle se fait, tout changement d'état pour un corps pur se fait à T et P constant. Donc, vous avez un palier d'équilibre. Vous quittez le palier d'équilibre, bien sûr, lorsque S-alpha, bien sûr, en chauffant, il va disparaître et il ne va laisser que S-bêta, donc normalement ici c'est S-bêta, et de 95 degrés jusqu'à 119 degrés, vous avez S-bêta qui chauffe, tout simplement. D'accord? Ici, que se passe-t-il? Ah, ici, c'est la fusion de qui? Cette courbe, c'est la courbe de fusion de S-bêta. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire courbe de fusion, point à la ligne, puisque vous avez deux solides. Vous devez préciser. Ici, c'est la courbe de fusion de S bêta. D'accord? Celle-ci, c'est la courbe de fusion de S alpha. D'accord? Donc moi, je suis là. Donc ici, c'est bien sûr le palier de fusion, d'équilibre de fusion, S bêta en équilibre avec S liquide, jusqu'à ce que, puisque je chauffe, donc S bêta va fondre et je n'aurai plus que du liquide de 119 degrés jusqu'à cette température de 444 degrés pour le soufre. Et à 400, donc de là jusque là, c'est du liquide qui chauffe, tout simplement. Et 404 degrés et 1 bar, qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien sûr la vaporisation, donc l'équilibre de vaporisation. Et au-delà de 404 degrés, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez du gaz qui chauffe, tout simplement. Donc, vous voyez, à pression standard, si vous faites la manipulation, vous aurez 1, 2, 3 points d'équilibre qui sont ici, ceci. J'espère que j'ai été claire. C'est fini pour ce chapitre sur les diagrammes de changement d'état. Une heure. Tôt.